Donc, on va passer à l'avant-dernière session qui concerne ce dont on a parlé, la triple performance de l'agroécologie. Donc, j'invite Éric Charbonnier, Clémentine Vess à venir nous rejoindre, Marion Quetzel et Sandra Delaunay. Donc, Éric et Clémentine, si vous voulez bien comment débuter. Hop, les appels. On se demandait, Clémentine, si les fameuses 20 minutes d'attention dont parlait Christophe David ce matin se renouvelaient à chaque renouvellement de séquence. On espère, en tout cas. On va essayer d'attirer votre attention. Bonjour à tous, donc Éric Charbonnier, moi je suis directeur de Tram et je présente Clémentine Vess, elle se présentera plus longuement juste après. On fait un témoignage à deux voix. Tram, on est une organisation de développement agricole, centre de ressources, et on est une ONVAR, une organisation nationale à vocation agricole et rurale. Donc on en a parlé depuis ce matin, la famille des ONVAR. Donc c'est une des trois familles du développement agricole et rural avec les chambres d'agriculture et les instituts techniques. Et on a eu cœur à Tram de faire quelque chose d'un peu particulier, qui est un recueil en fait, de pionniers de l'agroécologie, qu'on a appelé Sur les chemins de l'agroécologie, et on a la chance de voir Clémentine qui est une des témoins. C'est un recueil qui a pour intention en fait de mettre en valeur des trajectoires individuelles de personnes qui se sont lancées dans le process d'agroécologie. Alors, je vais essayer de présenter... Non. Je pense sur la... faut juste que j'arrive. Voilà, excusez-moi, c'est bon. Je vais vous présenter la généralité de ce qu'on a voulu faire, et puis Clémentine donnera un exemple vivant. Donc, c'est une initiative qu'on a eue qui était à cette époque-là, on était en 2018 jusqu'à 2021, c'était l'idée de convaincre, c'était l'idée d'entraîner aussi, c'était l'idée de valoriser des personnes qui sont soit des agriculteurs, soit des salariés agricoles. On n'en a pas parlé depuis ce matin, mais la part du salariat en agriculture, je vous rappelle qu'elle est quand même importante, et que c'est aussi des personnes qui sont à la manœuvre dans les processus d'agroécologie. Donc, en phase avec nos valeurs de Tram, de promouvoir une agriculture qui soit respectueuse du vivant, et puis en même temps de faire valoir aussi tous les leviers humains qu'il y a derrière les changements de pratiques. On a voulu faire ce recueil-là vraiment avec l'intention à la fois de mettre en valeur la diversité des trajectoires individuelles, et vous verrez que dans le recueil, on touche à différents modèles. En même temps, ça a été dit depuis ce matin, c'était aussi montrer comment le collectif est un accélérateur indispensable pour amener les agriculteurs, les salariés à la fois échanger sur leurs pratiques, pouvoir s'assurer et se réassurer dans les groupes d'échange de pratiques, et gagner en compétences et en connaissances. Et puis enfin, c'était aussi d'identifier les leviers humains en fait, de ces changements, avec une question un peu de fond qu'on avait dans ce travail-là, c'est qu'est-ce qui fait que les gens bougent? Ça va être quoi les leviers qui font qu'à un moment donné, on bascule vers quelque chose qui tend vers l'agroécologie, avec quelque chose qui nous taraudait, c'est de voir, il y a effectivement toute l'attirance et la passion technique, mais il y a aussi des leviers d'ordre humain, d'ordre sociologique qui touchent aux valeurs, qui touchent aux croyances, dont on a déjà parlé là depuis ce matin, et qui sont aussi un déclencheur. Et du coup, ces témoignages, on les a recueillis sur les fermes, on a été voir les gens. Alors au départ, on était sur un format, on met une heure et demie, pas plus, et à chaque fois, c'était des entretiens qui duraient souvent plus longtemps qu'une heure et demie, parce qu'on a eu des entretiens en profondeur à partir d'une écoute compréhensive, comme on dit, et très souvent, les personnes qu'on a interrogées avaient à cœur de montrer pourquoi ils avaient fait ces changements-là, et que les raisons étaient largement, souvent plus dans les valeurs et le changement de système et le sens du métier que uniquement dans la technique.
Donc, on a interrogé 60 personnes, salariés agricoles et agriculteurs, sur cette période 2017-2021. J'ai oublié de dire que pour faire ça, on s'est appuyé sur nos réseaux associatifs adhérents, qui sont, vous voyez les bandeaux qui sont en dessous. Hein. Donc, on a vraiment interrogé dans tous les modèles de production, avec soit des maraîchers, Clémentine est maraîchère. On a interrogé des maraîchers, des céréaliers, des polyculteurs éleveurs, des éleveurs, un apiculteur aussi, dans les réseaux qui constituent TRAM, hein, que ce soit des réseaux type magasins de producteurs qui font des circuits courts, des réseaux type APAT qui font de l'agriculture de conservation, des réseaux qui faisaient de la méthanisation ou qui faisaient, ou plus le réseau des GEDA, des groupes d'études et de développement agricole. Toutes ces familles-là, en fait, ont été interrogées et sont la représentation de tout le territoire français dans toutes les régions de France. Et à chaque fois, l'objectif, c'était vraiment l'objectif de ce travail, c'était d'encourager en fait, l'innovation par des témoignages de pairs qu'on a diffusés et publiés, et puis de comprendre les conditions de la mise en mouvement, qu'est-ce qui fait que les gens bougent, comme je disais, comment est gérée la prise de risque aussi, on en a parlé ce matin, et les conséquences humaines de ces changements, comment les personnes, elles parlent de leur métier après ces transformations et quel sens elles ont retrouvé. Et enfin, les conditions de réussite et les bénéfices du collectif. Je vais laisser la parole à Clémentine qui va nous parler de son expérience et qui est un des reflets de ces 60 témoignages. Voilà, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je pense que s'il y a 10 ans, on m'avait dit que je serais là pour présenter ma ferme, j'aurais doucement rigolé et mon père aurait fait une crise cardiaque. Donc, je suis non issue du monde agricole. Avant de m'installer, j'étais journaliste d'investigation, donc j'ai jamais gagné bien ma vie, c'est déjà un avantage. J'ai eu le syndrome du premier de la classe, c'est-à-dire en ayant 16 de moyenne au bac, on n'arrête pas, on fait pas d'études, on ne fait pas d'études, on fait des études, point. Donc en l'occurrence, j'ai fait Sciences Po, et en fait, il y a 10 ans, le journal dans lequel j'avais été embauchée, mon journal à Marseille a fait faillite, et avec mes collègues, on l'a racheté. Et à cette époque-là, j'ai découvert que j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat. Mais j'étais fondamentalement malheureuse dans un bureau. Et ça m'a pris 2 ans à admettre. Et donc, en fait, au moment où on commençait à se payer, j'ai annoncé à mes collègues que je partais. Je partais pour monter une ferme. C'était très clair dans ma tête. En fait, j'avais rencontré... pendant qu'on reprenait notre journal, moi, j'ai travaillé le week-end sur les marchés avec un maraîcher et je suis tombée amoureuse de ce métier-là. Je me suis dit, produire de la nourriture, c'est un acte politique et c'est aujourd'hui un des leviers du changement majeur. Et du coup, je me suis dit, allez, j'y connais rien, j'y vais, je saute. Donc en 2017, j'ai fait une première saison en maraîchage chez ce même maraîcher. Et en 2018, la fleur au fusil, j'ai monté mon entreprise agricole, mon entreprise individuelle. On m'a prêté un terrain très bucolique en restanque, magnifique, sans excès voiture, idéal pour cultiver. Et j'ai fait une première saison. Je suis allée voir le magasin bio du coin et je lui ai dit « Bonjour, en fait, j'ai un projet, je voudrais faire de la botte d'aromates. » Ils n'en avaient pas. Sur les marchés, je voyais que tout le monde cherchait de la coriandre désespérément, telle une drogue. Je me dis « C'est ça que je vais faire. » Et du coup, en 2018, j'ai commencé mon entreprise, sauf que très vite, le terrain en restanque, pas d'accès voiture, incommoda. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout possible de viabiliser une entreprise là-dessus. Je me suis inscrite en BPEA, j'y suis pas allée parce que en fait, je n'avais pas de droit au chômage et n'étant part entière, il m'était impossible de faire 9 mois de formation sans revenu. Et l'autre aspect qui pour moi était fondamental, c'est qu'en fait, j'avais besoin de me confronter au métier en conditions réelles. On n'attend pas la même chose d'un stagiaire que d'un ouvrier agricole. Et en fait, faire une saison en maraîchage l'hiver, est-ce que j'allais avoir encore envie de rempiler après avoir passé un hiver à ramasser des radis? J'avais besoin de m'y confronter. Et en fait, moi, je suis une fervente défenseuse de l'installation progressive parce que je pense que c'est essentiel de savoir où on met les pieds et de pouvoir faire marche arrière. Et donc, en fait, comme je n'ai pas de BPREA, à l'époque, je n'ai pas pu demander la DJA. Donc, la dotation jeune agriculteur, le parcours, il est très normé. Il n'est pas du tout fait pour les gens. Donc, moi, en fait, j'ai été ouvrière agricole. J'ai amorcé mon activité
Et progressivement, j'ai arrêté le salariat. Et en fait, la DGA ne permet pas du tout ça. En 2018, j'ai acquéri un terrain dans la plaine de la Durance, dans le sud du Vaucluse. Loris, mon village, c'est vraiment une zone de maraîchage par excellence parce que c'est des limons profonds. C'était vraiment une zone d'asperges, de carottes. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est un désert agricole, 70% de friches. Et quand il y a eu le Covid, en fait, il y avait un seul agriculteur qui produisait des légumes et il vendait tout à Marseille. Donc, 4000 habitants, et quand il y a eu le Covid, personne ne produisait de légumes. Bon, moi, c'est pas moi qui allais nourrir les gens, puisque du coup, je fais du persil, de la coriandre, de la ciboulette, du basilic, des radis. Bon, on peut toujours se nourrir de radis, mais voilà. Donc, aujourd'hui, je cultive 5000 m², dont 850 m² de tunnels. Ça va un peu augmenter là, les tunnels, parce que ça fait partie des outils qui permettent d'augmenter significativement le revenu. Donc, je l'ai dit, je fais du maraîchage spécialisé. Donc, en fait, je ne cultive pas. J'ai très vite compris que toute seule, je n'allais pas réussir à faire de tout. Et je me suis dit, bah tant pis, en fait, je vais me spécialiser techniquement. La coriandre, par exemple, et les radis, donc les petits radis roses, sont pas quelque chose de facile à faire, mais en fait, je vais maîtriser ces cultures-là pour être en capacité, en fait, de les proposer tout au long de l'année et, en fait, gagner en rendement par tout simplement une meilleure maîtrise technique que les gens qui font 30 légumes. Aujourd'hui, je commercialise tout en circuit court. Je suis notamment j'ai co-créé 2 magasins de producteurs, dont un ouvre la semaine prochaine, enfin cette semaine, là, le 13. J'ai aussi travaillé à un moment avec une très grande chaîne de magasins bio, avec laquelle j'ai arrêté de travailler, parce qu'en fait, pour moi, on ne négocie pas le prix d'une botte de persil. C'est quelque chose qui est au cœur, on en reparlera plus tard, mais c'est quelque chose qui est au cœur de ma démarche. En fait, je refuse que le légume soit un bien comme un autre et qu'il soit mis en concurrence et qu'on dise, bah, en fait, est-ce que 50 centimes la botte de persil, parce qu'il y a beaucoup de persil cette année, ça vous va? Moi, personnellement, ça ne me va pas, c'est pas comme ça que je travaille. Donc, en fait, aujourd'hui, ma ferme me compte moi, plus cette année un salarié à mi-temps. Et je suis quand même assez contente de dire que j'ai pas mal au dos et je me paye chaque mois. Et ça, je trouve que c'est déjà... Et j'ai passé la barre des 5 ans. Parmi les projets, il y a un projet d'association en GAEC avec mon compagnon qui a une autre ferme. Parce qu'en fait, tout simplement, déjà, on partage des outils en commun. Ça diviserait par 2 la comptabilité. La paperasse et en fait on est tous les 2 dans plusieurs magasins de producteurs, donc en fait ce serait logique. Donc mon compagnon il ferait d'autres légumes et moi je continuerais mes cultures classiques, enfin historiques on va dire. Donc je suis en agriculture biologique. Je fais une intervention minimale sur le sol. Comme tout le monde, j'ai voulu partir sans travailler le sol et sans plastique. Je me suis fait une raison très très vite. Donc sur ma ferme, j'ai un micro-tracteur avec des outils classiques. J'utilise un rotovator, j'ai pas peur de le dire. Je fais aussi de la traction animale, principalement par passion et par goût des anciens gestes. Je le préconise à personne de s'installer strictement en traction animale. Enfin, je veux dire, il faut quand même vivre. J'utilise pas de paillage plastique jetable. J'utilise que des bâches réutilisables. Je cultive principalement en culture, en planche permanente. Donc, en fait, je remets pas tout à plat. En fait, mes zones de culture sont concentrées. J'apporte de la matière organique de manière fragmentée, c'est-à-dire j'ai pas fait d'apport massif. Je composte sur ma ferme du broyat issu des déchetteries des villages voisins qui m'est livré sur ma ferme et j'en mets un petit peu à chaque cycle. Et j'arrose au goutte à goutte. Voilà. Les difficultés rencontrées et les solutions. Donc en fait, quand je me suis lancée dans le monde agricole, j'ai fait le choix de travailler dans des exploitations conventionnelles parce que j'étais convaincue, je savais que j'allais m'installer en bio, mais j'avais besoin de voir comment est-ce qu'on produisait des légumes en conventionnel. Donc j'ai travaillé dans 2 fermes et ça m'a permis déjà de découvrir ce qu'était la production maraîchère classique. Ça m'a ouvert aussi pour ne pas rester dans un réseau bio et je pense que c'est absolument essentiel. Et du coup, je l'ai dit, j'ai fait une installation progressive, c'est-à-dire en fait, la première année, j'ai monté une serre, puis une deuxième serre.
La 3e année, j'ai acheté un vieux Massey Ferguson que j'ai revendu parce qu'il puait et il vibrait. Et la 4e année, j'ai acheté un micro-tracteur neuf. Voilà, tout ça, en fait, c'est une installation sur fonds propres, en fait, avec des investissements progressifs. Bon, aujourd'hui, clairement, si j'ai la DGA et qu'on me donne 25 000 euros, je sais ce que je fais avec. Mais il y a 7 ans, j'aurais pas, en tout cas, je les aurais pas bien alloués. Dans mon parcours, clairement, j'ai été très, très accompagnée. En fait, c'est une entreprise individuelle, mais j'ai bénéficié de beaucoup de soutien. Donc, j'ai été accompagnée par l'ADR via un dispositif de tutorat avec un maraîcher voisin qui est venu, en fait, à plusieurs reprises échanger avec moi sur les problématiques, notamment techniques, que j'avais. Lié notamment à la compaction de mon sol. J'ai un sol limoneux qui s'auto-compacte. C'est un sol très difficile à travailler. Si on travaille trop, ça va pas. Si on travaille pas assez, ça va pas. Et en fait, du coup, ça m'a permis quand même vraiment de créer du lien avec les autres, les rares agriculteurs autour. Et en fait, donc, moi, j'estime que j'ai fait de la formation continue parce que j'ai fait aussi des formations techniques professionnelles, du coup, via Vivea. Et j'ai bénéficié des conseils d'Agribio. J'ai sollicité un accompagnement technique avec un diagnostic technique sur notamment les carences de mes cultures parce que, comme je me suis installée sur une friche, au début, mes cultures, elles étaient naines. Voilà. Et comme je ne mettais pas assez d'engrais. Les apports du collectif, pour moi, ils sont évidents. Bon, la première chose, c'est qu'une serre, ça ne se monte pas tout seul, ça ne se démonte pas tout seul. Et en entreprise individuelle, on n'a pas les moyens nécessairement de payer des gens pour payer 4 personnes pour monter ou démonter une serre. Et en fait, mes voisins, mon réseau, le réseau bio, le réseau des ADR, de la conf, m'ont beaucoup aidé. Il y a des gens qui sont venus m'aider à monter mes serres et on ne s'était jamais rencontrés. Ils sont venus par pure entraide paysanne. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément psychologique majeur. C'est être en capacité, si demain ma serre, elle débâche, je sais qu'il y aura des gens qui viendront m'aider et ça, c'est essentiel. Et du coup, oui, comme je le disais, j'ai participé à 2 magasins de producteurs et ça, c'est un élément aussi qui est très sécurisant parce qu'en fait, mes débouchés, ils sont maîtrisés. Ces 2 magasins de producteurs, ce sont des associations. Je fais partie de la gouvernance au même titre que mes 25 autres associés. Et en fait, mon créneau, il est dédié, il est réservé. Et donc, il y a un des 2 magasins qui a 4 ans, il fait 1 million de chiffre d'affaires. À l'époque, quand on l'a monté, on pensait qu'il ferait 500 000 euros. Donc, on en est très content. Et en fait, ça, c'est vraiment pour moi un élément clé de la réussite, c'est d'être sûr de ce qu'on vend, ce qu'on va produire. Parce que produire et ne pas savoir ce qu'on va en faire, c'est terrible. Voilà, donc j'ai parlé du lien avec les autres agriculteurs. Allez, j'ai été beaucoup trop longue. Oui, mais c'est pas grave. Des témoignages comme ça, des témoignages passionnés comme celui de Clémentine, vous en avez 59 autres dans le recueil des pionniers. Et vous avez le lien là, vous pouvez le trouver sur le centre de ressources de Tram, sans problème. Téléchargeable gratuitement. Merci. Ouais. Si tu veux. Allez, mais... À toi, Sandra. Maintenant. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marion Kenzel. Je travaille à l'Institut de l'élevage au Surveillance Production des viandes. Et je viens vous présenter une synthèse des résultats du projet Proverbial, produire de la viande avec de l'herbe biologique à partir du troupeau allaitant. Alors, une première question, c'est pourquoi s'intéresser à la production de viande bovine bio? On va parler de bio, là, pendant les 12 minutes qui me sont permises. Alors, d'une part, c'est qu'on est face à un paradoxe concernant le troupeau allaitant. Je vais essayer d'être claire. Donc, en France, on a un troupeau allaitant qui est conduit en bio. Il y a à peu près un peu plus de 10 000 cheptels bovins allaitant bio. Et une partie des produits qui naissent donc dans ces fermes bio ne produisent pas de la viande bio, puisqu'ils sont exportés comme en conventionnel, en fait, à l'extérieur de l'exploitation bio, souvent même à l'extérieur de la France, pour être finis à engraisser dans des ateliers d'engraissement. Et donc, de fait, donc ils sortent de la filière bio, ils ne produisent pas de la viande bio, ils vont produire de la viande conventionnelle, de la viande de jeunes bovins. Et puis, le paradoxe, il est là aussi, c'est que
D'un autre côté, au niveau de la restauration hors domicile et de la restauration collective en particulier, on importe de la viande bovine avec ce chiffre-là, 60% de la viande de veau servie en restauration collective est importée. Donc on a d'un côté une fuite des animaux d'un cheptel bovin bio qui ne produit pas de la viande et qui concerne 60% des bovins mâles, et de l'autre côté, une importation de viande bio. Les pouvoirs publics donc, soutiennent quand même la filière de production bovine française, et à l'issue des États généraux de l'alimentation, donc ça date un peu, et plus récemment des discussions autour de la loi climat et résilience, on a pour la restauration collective donc, une réglementation nationale qui fixe des objectifs d'approvisionnement des denrées alimentaires pour la restauration collective qui s'élèvent à 20% de produits bio si on parle de la loi Egalim, et la loi climat et résilience plus récemment a renchéri ce seuil puisque c'est 60% des approvisionnements de viande de la restauration collective doit être de la viande, alors c'est valable aussi pour les poissons, hein, de la viande durable et de qualité. Donc, le bio rentre complètement dans ce critère, et c'est même porté à 100% pour la restauration collective d'État. Donc, pour la petite histoire, aux messes des officiers, ils mangent de la viande bio, s'ils respectent la loi. Alors, le projet proverbial, on a eu une idée qui n'est pas l'idée du siècle, hein, qui est une idée juste simple. Alors, c'est de dire, et si face à ce constat, on gardait les animaux, nos bovins, nés en cheptel bio, pour faire de la viande destinée à la restauration collective pour respecter ou honorer la réglementation française. On a décliné cette question en 3 actions donc dans ce CASDAR. D'une part, travailler sur la faisabilité technique au niveau des itinéraires de production pour faire de la viande bio, donc principalement à partir de l'herbe, dans des troupeaux qui produisent des animaux qui aujourd'hui sont exportés en maigre. Et puis, on est allé voir aussi à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur, si on lui présente une viande qui est bio, c'était la seule définition qu'on avait, dont on ne connaît pas encore trop les caractéristiques, mais comment il reçoit ce produit, et est-ce que ça répond à ses attentes. Donc, on est allé tester en fait la viande produite dans les itinéraires, produite dans les tests qu'on a fait, directement auprès des consommateurs de restauration collective et aussi en situation de consommation, c'est-à-dire que on a délibérément chanté ou sauté l'étape de la boucherie. Si on ne parle pas à la boucherie, on arrive en recette cuisinée dans l'assiette du consommateur. Et puis, on s'est intéressé aussi à l'impact territorial de cette relocalisation de viande. C'est-à-dire si ces animaux qui aujourd'hui partent se faire engraisser ailleurs, s'ils restaient dans les territoires pour produire de la viande bio, quels seraient les impacts et quels seraient les atouts pour les territoires. On n'a pas imaginé que ça ne serait pas un atout. Voilà, donc un des premiers résultats de ce CASDAR, je n'ai pas précisé qu'il vient de se finir. C'est déjà d'avoir expérimenté, donc en partenariat avec des stations expérimentales en bio, complété par un dispositif d'essai en ferme commerciale. Donc, on a expérimenté des itinéraires de production pour produire un jeune mâle bio, âgé de 8 à 14 mois. Donc, c'est un animal qui n'est plus du veau. Le veau, réglementairement, doit avoir moins de 8 mois. Et qui n'est pas encore du bœuf, puisque le bœuf, c'est plutôt du gros bovin. Alors, c'est un peu technique, là, mais donc, il a plutôt plus de 14 mois. Donc, on s'est placé au milieu. Donc, qui est élevé dans une ferme biologique en respectant, bien évidemment, le cahier des charges de l'agriculture biologique, donc dans le respect de son bien-être. Et principalement nourri au lait de sa mère, puisqu'il tète au pis
jusqu'à un sevrage relativement tardif. Il est au pâturage avec sa mère jusqu'au sevrage et il est fini ensuite, alors soit à l'herbe, soit avec une complémentation de produite sur l'exploitation pour être abattu directement à la sortie de la ferme. Donc ces itinéraires-là ont été développés dans différents systèmes de production et contexte d'élevage. Vous avez quelques photos à gauche qui vont de la montagne, donc contexte à forte contrainte, on va dire ça comme ça, et donc en passant par des zones herbagères et des zones de polyculture élevage. Donc une des caractéristiques de ce Bouvier bio également, c'est dans son itinéraire de production, on s'est attaché à référencer et à expérimenter des itinéraires qui sont simples à mettre en place pour des éleveurs qui aujourd'hui font des animaux donc, qui sont vendus avant d'un an, donc avant que recommence un nouveau cycle de naissance pour le troupeau, donc qui ne modifie pas la conduite du troupeau et qui aussi utilisent les ressources fourragères de l'année. Donc la simplicité de mise en œuvre par rapport aux pratiques actuelles, et c'est aussi un élément important. Donc la viande qui a été testée a fait l'objet de 4 tests auprès de 820 convives, donc c'est un effectif relativement conséquent. Pour des questions d'équilibre matière, je vous fais un résumé. Donc, on a testé plutôt les avants de la carcasse, donc en steak haché ou en sauté, donc en viande mijotée en restauration scolaire. Et puis les arrières, donc en filet, faux filet sous forme de grillade en restauration d'entreprise. Et la note globale d'appréciation par le consommateur, donc qui a testé à l'aveugle, est de 7,2 sur 10. Donc, ce qu'on considère être globalement une bonne note de dégustation, c'est au-dessus de la moyenne. Et avec donc en dessous des qualificatifs de la viande qui sont ressortis de ces tests, donc à partir d'une liste de choix concernant les qualités sensorielles identifiées lors des dégustations. C'est une viande donc, qui est sortie tendre, fondante, moelleuse, donc ce qui caractérise un peu ou prou une viande jeune. On a une viande qui est relativement jeune. Maigre, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on est donc dans des schémas de production à contrainte. La bio, en bio, selon l'année, la ressource alimentaire est plus ou moins contrainte. Et c'est vrai qu'on a des carcasses qui ont des états d'engraissement qui sont en deçà de ce que demande la filière conventionnelle. On a une note d'état d'engraissement inférieure à 3. Donc ça, le consommateur l'a bien ressenti. Pour autant, il a trouvé la viande aromatique. La couleur claire aussi, qui caractérise une viande jeune, a été vue sans pour autant affecter la qualité ressentie en bouche ou la bonne appréciation du consommateur. Et puis, le fait que ce soit également une viande jeune, c'est une viande qui est ressortie peu gélatineuse et peu nerveuse, ce qui est un atout, ça, pour la restauration collective, parce que globalement, le nerf, le gras, ça finit de toute façon à la poubelle. Et les jeunes n'aiment pas ça, et même les adultes non plus. Donc une viande qui cadre bien, donc là je l'ai fait en résumé également aussi en grammage avec la demande de la restauration collective. Ensuite, on a aussi interrogé les consommateurs sur leurs attentes vis-à-vis de la viande qui est consommée en restauration collective pour pouvoir évaluer la multiperformance de nos itinéraires de production, enfin l'accueil des indicateurs de multiperformance. Et dans les attentes sociétales, alors qu'on a appelé sur les qualités extrinsèques de la viande, donc le consommateur, il est en attente de réassurance, on va appeler ça comme ça, sur l'origine de la viande avec 52%, une origine locale, voire origine connue qui arrive là en 4e position avec 36%. Et puis, il y a une attente éthique aussi sur des aspects de rémunération du producteur et des aspects de bien-être animal. Et
Et puis en cinquième position arrivent donc des attentes autour de la santé. Donc on peut aussi relier peut-être à la réassurance. Le consommateur, il veut pas consommer de la viande qui potentiellement peut le rendre malade. Du coup, quand on regarde les indicateurs qu'on a mesurés de nos itinéraires de production de bouvier bio, on a des éléments qui répondent assez bien à la demande du consommateur. Donc sur l'alimentation, elle est entre 80 et 97% d'herbe dans nos itinéraires. Donc c'est une alimentation naturelle. Le respect du bien-être animal qui est garanti par le cahier des charges bio, qui est aussi renforcé par un pâturage qui est fortement présent dans la vie de l'animal. Le veau reste longtemps avec sa mère. La bonne utilisation des ressources naturelles avec peu de compétition feed food, puisque les veaux consomment peu de complémentation. On est sur des aspects de souveraineté alimentaire et de relocalisation avec l'autonomie des itinéraires de production qui font que ces itinéraires sont peu fragilisés ou peu impactés par les aléas économiques. Et puis, la rémunération du producteur, elle, est assurée par une réappropriation de la valeur ajoutée liée à la finition des animaux. Je vais passer directement à la diapo sur le positionnement du prix. Donc aujourd'hui, le bouvier bio n'existe pas, il n'y a pas de filière du bouvier bio. Donc nous, on ne l'a pas inventé non plus, pour tout vous dire. On l'avait vu apparaître dans les bases de données et avec des pratiques d'élevage, mais qui sont des pratiques de commercialisation exclusivement en vente directe. Donc le positionnement prix, on l'a calculé avec une méthode de prix forcément indexée sur le prix du broutard avec lequel notre bouvier bio il est en concurrence. Aujourd'hui, on est avec des éleveurs qui vendent sur un marché de broutard. On ne peut pas arriver et leur proposer une nouvelle production qui est très bien, qui va alimenter la cantine du coin, mais pour lequel ils vont être moins rémunérés. Voilà, donc c'est un prix qu'on a appelé d'opportunité, voilà, et qui se situe, faut que j'accélère, en fait, sur une frange où on est un peu au-dessus du prix. Donc ça, ce sont les prix 2023 du prix d'import du veau néerlandais, donc du veau de boucherie veau blanc, et on est un peu en dessous du veau rosé français, aujourd'hui commercialisé en filière longue. Sur le potentiel territorial, donc on a fait un petit exercice macro pour voir ce que ça pouvait représenter à l'échelle d'un territoire. Donc là, on a pris la région Aura comme exemple, avec l'idée de si on relocalise l'ensemble des 7200 broutards bio qui sont aujourd'hui exportés en atelier d'engraissement, donc qui sortent de la région. Donc si on les gardait en région Aura pour produire de la viande bio, ça permettrait de produire 1200 tonnes de viande. Donc ça ne vous dit pas grand-chose, 1200 tonnes, mais en gros, c'est un quart de production bio en plus pour la région. Avec en face un besoin de 0,2% de la SAU de la région, donc quasiment rien en surface, en mobilisation de surface supplémentaire, et ce qui permettrait de couvrir 50% des besoins de la restauration scolaire de la région qu'on a calculé avec l'aide de la DRAF. Voilà, donc le bouvier bio, pour finir, on a voilà, une offre qui cadre finalement assez bien avec les attentes de consommateurs de la restauration collective. On a des itinéraires techniques qui peuvent permettre de produire cette viande bio partout, dans différents contextes, facilement, avec moins d'impact climatique que le modèle actuel. J'ai passé à diapo. Et qui en plus répond aussi à la demande des pouvoirs publics. J'allais dire, il reste un casse-d'art des multiplications pour pouvoir aller porter tout ça démultiplier tout ça sur le terrain. Donc je voudrais
quand même remercier tous les partenaires du projet Proverbial pour leur implication et leur participation à ce projet. Et vous avez l'ensemble des ressources qui sont disponibles sur le site IDEL/Proverbial ou qui le seront incessamment sous peu. Merci, Marion. Merci. C'est le bouton, il est là, c'est ça? Ouais, ok. Bonjour à tous, donc je suis Sandra Delaunay, donc je suis salariée de Tram et je suis ravie de pouvoir vous parler du projet Lab PSE aujourd'hui, mais également de ses suites, que nous continuons à animer. Alors le projet Lab PSE, c'est un projet recherche-action qui a été, comme je disais, porté par Tram avec de nombreux partenaires, à la fois des acteurs du développement agricole, donc Sivam, CUMA, des acteurs de la recherche, INRAE, ZADONG sur le volet social, et également de nombreuses autres organisations comme Terres en Ville, CDC Biodiversité, etc., des acteurs privés. On avait par exemple le Crédit Mutuel de Bretagne, et également plusieurs financeurs, mais vous voyez tout ça à l'écran. Alors ça marche pas, si. Ici, d'abord. Si, plutôt. À droite, là. Ah, celui-là. Pardon. Alors peut-être avant de démarrer, puisque vous l'avez compris, je pense, dans le titre, on va parler de paiement pour services environnementaux. Alors, juste pour être sûr qu'on part bien tous sur les mêmes bases, en tout cas celles qu'on s'est appropriées dans la PSE. Juste un petit rappel, je pense pour la plupart, les paiements pour services environnementaux en agriculture sont des dispositifs qui vont rémunérer des agriculteurs pour des actions qui vont contribuer à restaurer ou à maintenir les écosystèmes, dont la société va à son tour tirer des avantages qu'on appelle les services écosystémiques. Donc le service environnemental est bien le résultat d'une action de l'homme et non pas de la nature. Donc finalement, ça va être des contrats volontaires dans lesquels vont être définis un ou plusieurs services environnementaux entre un agriculteur, offreur de ces services, et un ou plusieurs acheteurs de ces services. Et bien entendu, ces contrats sont conditionnés à l'atteinte du résultat. Ça fait partie des critères d'efficacité des PSE, auxquels on peut rajouter l'additionnalité, c'est-à-dire qu'on doit permettre d'améliorer la situation, par exemple, aller au-delà de la réglementation. Et dans la PSE, nous avons rajouté la notion de territorialité, c'est-à-dire que les enjeux auxquels doit répondre le PSE doivent être partagés et concertés avec l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, les objectifs du projet La PSE, finalement, c'était d'expérimenter la mise en place de paiements pour services environnementaux à l'initiative de collectifs d'agriculteurs et en coopération avec les acteurs du territoire. Et tout ça dans l'hypothèse que ça pouvait être des contrats de droit privé qui mobilisaient d'autres acteurs, par exemple entreprises, citoyens de la société, et qui viendraient en complément des dispositifs publics existants pour permettre l'obtention de résultats encore plus probants. Alors pour cela, on s'est appuyé sur 4 territoires d'expérimentation. Alors 4 territoires totalement différents, donc situés dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire. Ils différaient de par leur périmètre, à l'échelle d'un GAL, donc groupement d'action locale, d'un bassin versant, de par la composition même du collectif d'agriculteurs initiateurs, mais aussi les types d'acteurs locaux qui ont été impliqués, avec à chaque fois des acteurs publics, mais aussi privés, de la société civile, et bien sûr des enjeux qui ont pu être visés par ces acteurs sur ces territoires, et bien entendu les résultats des services environnementaux parfois différents. Vous le voyez sur la carte, je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui, mais sur ces 4 territoires, on voit une offre plutôt centrée sur la valorisation des services rendus par l'éco-pâturage, 2 offres plutôt centrées sur l'ensemble de l'agrosystème, les services rendus par les agrosystèmes, et une offre, mais qu'on détaillera un petit peu plus à la fin, en fin de présentation, autour de la gestion durable des haies. Alors une méthodologie par contre commune a été appliquée sur l'ensemble de ces 4 territoires avec 3 grandes étapes, on va dire, pour simplifier. À la fois mobiliser les acteurs, c'était un préalable indispensable, construire ensuite le PSE, donc son cahier des charges, son système de rémunération, et bien sûr, pérenniser la démarche, la mettre en œuvre. À chaque fois, on a appliqué un processus de travail qui a permis la création de coopération, la recherche aussi de consensus entre les acteurs, en alternant ateliers agriculteurs, comités d'expertise locaux et comités de gouvernance pour valider chacune de ces étapes. Bien sûr, ce n'était pas linéaire. Parfois, il a fallu revenir sur certaines étapes. Alors, les principaux résultats du projet La PSE,
c'est à l'échelle des 4 territoires. À chaque fois, il y a eu l'installation d'une coopération territoriale multi-acteurs public-privé. Sur les 4 territoires, le projet Lab PSE en juin 2022, donc il a duré à peu près 3 ans et demi, a permis la co-construction de 4 offres de services territoriales avec une entrée bouquet de services, c'est-à-dire plusieurs services visés à chaque fois, environnementaux. Et sur 2 des territoires, on a même eu le temps, on va dire, d'amorcer une réflexion avec l'ensemble des acteurs pour le portage du dispositif PSE avec des questionnements sur la création ou pas de structures intermédiaires. Alors, un des résultats à la fin, donc en juin 2022, c'était une contractualisation réussie pour un des territoires pour 7 ans. Donc, c'est Brest Métropole qui traitait des copâturages, qui a contractualisé avec l'association Vert Jardin qui employait un éleveur au vin et a permis une revalorisation de la prestation des copâturages de 100 € de par la reconnaissance des services rendus et l'application du cahier des charges. Bien sûr, il y a eu la production d'un guide méthodologique que vous retrouvez sur notre centre de ressources, un argumentaire également à destination des entreprises, et puis une suite avec le projet Carabe et Canopée que je vais vous présenter tout de suite, mais encore une fois, très rapidement. Alors, suite au projet Lab PSE, il m'a semblé intéressant de vous présenter la suite, parce qu'aujourd'hui, l'aventure ne s'arrête pas là. Sur le territoire de la vallée de la Selle, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une offre de services centrée sur la gestion durable des haies. Alors là, vous êtes tous au point, qui s'appuient notamment dans leur cahier des charges sur le label haies, mais également d'autres critères pour aussi inciter à de réels changements de système, comme la taille de champ. Donc, il y a bien sûr un système de rémunération également. Et aujourd'hui, il y a même un contrat type PSE rédigé et consolidé juridiquement. Alors, suite au projet Lab PSE, la coopération entre les acteurs s'est finalement formalisée par la création d'une association loi 1901 qui s'appelle aujourd'hui Carabe et Canopée en 2023 et qui a obtenu la reconnaissance d'intérêt général en 2024. Juste pour vous montrer quand même le processus, depuis 2020, un collectif s'est constitué, puisque sur ce territoire, il y a eu un petit démarrage loupé. Donc, il a démarré vraiment en 2020. C'est plus de 60 rencontres. On est peut-être même à 70 aujourd'hui, impliquant les agriculteurs. Et aujourd'hui, donc, il y a un partenariat avec Tram qui permet de poursuivre l'animation du projet. Et vous voyez, je ne vais pas tout lire, la diversité aujourd'hui des acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance de cette association qui porte ce PSE. Alors, juste peut-être pour rentrer un peu dans le fonctionnement du contrat PSE, donc c'est l'établissement d'un contrat de 5 ans qui est renouvelable entre les agriculteurs volontaires qui s'engagent dans le cahier des charges et donc dans la bonne gestion des haies. Et l'association, elle se charge du suivi, de la collecte de fonds privés et du paiement des agriculteurs, uniquement bien sûr s'ils obtiennent le résultat visé au cahier des charges. Alors, pourquoi la reconnaissance d'intérêt général ? L'idée était effectivement de peut-être motiver les mécènes, puisque ça leur offrait aussi la possibilité de défiscaliser. L'accompagnement technique aujourd'hui est pris en charge à 100% par un de nos membres, donc qui est CBB35, Collectif Bois Bocage 35, qui gère l'accompagnement technique, mais également la certification label haies. Les autres membres, que ce soit Bretagne Vivante, des associations environnementales, les fédérations des chasseurs, mettent leurs ressources et expertise au service du projet et puis des différents événements qui sont organisés. Un comité de suivi a également été mis en place pour la gestion d'autres indicateurs hors label haies. Et aujourd'hui, l'association est vraiment en recherche active de financement public pour l'animation globale du projet, puisque l'objectif de départ était effectivement d'allouer 100% des financements privés collectés à la rémunération des services rendus par les agriculteurs. Alors les perspectives, bien sûr pour l'association aujourd'hui en 2025, c'est de renforcer la dynamique d'échange sur la haie et la biodiversité. Il y a plus d'une trentaine de membres aujourd'hui au sein de cette association. On a démarré à 10, aujourd'hui il y en a 30. C'est organiser efficacement la levée des fonds avec l'appui des services économiques des collectivités. Ça c'est un pari, mais j'y reviendrai. Et c'est convaincre, bien sûr, les premiers financeurs privés, parce que vous devez vous en douter, vu que je ne l'ai pas dit, il n'y a toujours pas de contrat signé, même s'ils sont rédigés. Et bien sûr, c'est développer la communication, la reconnaissance de l'association, faire connaître. Tout l'enjeu aussi, ça va être de pérenniser le modèle économique et notamment comment on anime, comment on maintient cette animation globale. Donc, en conclusion, on voit bien là que la démarche PSE, elle prend du temps. Dans notre cas, s'appuyer sur des agriculteurs leaders dès le départ
en capacité de mobiliser leur réseau facilite quand même les choses. On voit bien aussi qu'elle doit répondre à des enjeux tangibles et partagés. Il faut être conscient dès le départ qu'il va falloir rechercher le consensus en permanence. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, parfois des avancées, on reculait, on avançait. Voilà, il faut toujours rechercher le consensus et ça prend du temps. Et bien sûr, l'animation occupe une place déterminante dans la dynamique. Je vais trop vite. Sans animation, on voit bien que la dynamique, elle s'éteint, elle s'essouffle et elle doit être conséquence de la diversité des acteurs, des enjeux qui sont traités. Autre point de vigilance, c'est que si la présence d'experts crédibilise l'offre de services, que ce soit des associations environnementales, que ce soit l'expert biodive, etc., ou la collectivité avec son technicien bocage, les agriculteurs impliqués là, dans ces démarches doivent rester vigilants à garder la maîtrise de leur cahier des charges. On a eu ce cas-là sur un des territoires où finalement le cahier des charges est devenu une usine à gaz et puis les agriculteurs ont perdu la main et le projet n'a pas été plus loin alors que tout était posé. Voilà. Et dernier point qui n'est pas des moindres, la création de liens avec des acteurs privés susceptibles d'être finalement acheteurs de ces services, elle coule pas de source. Voilà, il y a un gros nœud là-dessus, c'est pas si simple. Le mécanisme des PSE n'est pas encore très bien connu. Aujourd'hui, il y a très peu de cadres juridiques autour de ces PSE, hormis le cadre des PSE publics, pour inciter aussi entreprises, acteurs privés, à exercer leur RSE ou toute autre chose auprès des agriculteurs dans le cadre de ce type de dispositif. Et donc, vous trouvez toutes nos ressources. Là, je les ai déjà montrées. Il y a le petit lien là. Et je ne sais pas s'il me reste 1 minute pour ma petite anecdote. Ouais. Et juste pour la petite anecdote pour Carab et Canopée. Pourquoi Carab et Canopée ? Ça ne marche pas. Bon, je ne vais pas y arriver. Je ne montre pas le site, vous irez le voir. Pourquoi Carab et Canopée ? Alors, en fait, le groupe d'agriculteurs, dès le départ, il est très, très diversifié. Ils ne se connaissaient pas. Système de production différents, réseaux différents, CUMA, GEDA. En gros, ils s'ignoraient totalement. Ils se sont retrouvés, ils ont fait consensus autour de l'arbre. C'est ça qui faisait sens sur leur point commun, finalement. Et très vite, finalement, ils ne se sont plus. Ils ont aimé travailler ensemble, se former, cogiter autour de ce sujet. Et au bout d'un an, seulement, il s'appelait Carab et Canopée. Alors, pourquoi ? Parce que le Carab, c'est un bio-indicateur du bon état écologique du bocage. Et le Carab, il ne supporte pas la lumière. Donc, ils sont partis dans une sorte de délire en se disant, il est là, notre ambition, elle est là. Il faut que le Carab, il puisse partir d'une ferme d'un bout du bassin versant, donc je dis n'importe quoi, chez Karine, et rejoindre celle d'Aurélien, qui est à l'opposé, sans encombre. D'où Carab et Canopée, le Carab forestier protégé de la lumière qui sillonne toute la vallée de la Seiche. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les quatre. Donc, comme d'habitude, 15 minutes de questions. Si vous avez un micro. Donc, rebonjour, merci beaucoup encore une fois. Moi, j'avais une question pour Eric. Du coup, tu dans les objectifs un petit peu de ces témoignages et de ces enquêtes, c'était d'identifier les leviers humains des changements. Et du coup, c'était de savoir, est-ce que, on a vu un cas très inspirant, mais est-ce que vous avez réussi à trouver un petit peu des leviers génériques humains qui favorisaient justement ces changements ? C'est ouvert. Oui, bien sûr. Et à la fin du document, si vous le téléchargez, on a répertorié en fait tous ces leviers-là, qui sont de différents ordres. Il y a des leviers qui sont très liés au sens du métier, comme on peut s'en douter, et notamment, Clémentine l'a bien illustré, rapprocher ses propres valeurs à son système, y compris dans des systèmes très conventionnels, je tenais à le préciser, et des leviers très personnels qui s'attachaient à donner du sens au métier, à retrouver une cohérence aussi avec les demandes de la société civile, à des leviers aussi très environnementaux qui sont liés à comment mieux faire pour mieux respecter la nature, avoir un sol qui soit vivant, permettre un bien-être au niveau des animaux, etc. Donc il y avait des leviers personnels, des leviers environnementaux, des leviers liés au système. Après, une passion technique aussi, pour certains. L'agriculture de conservation, travailler sans labour,
et toute la passion de l'agronome qu'il peut y avoir autour de ces leviers-là. Mais à chaque fois, c'est vrai que dans le contour des entretiens qu'on a eus, on sentait comment tout ça était rattaché à des valeurs, en fait. Et que ce n'était pas uniquement une décision technique, en fait, de dire, bah, tiens, je vais me mettre à l'agroécologie aujourd'hui. Il y avait souvent une force plus grande que uniquement l'intérêt technique ou économique. Clémentine, je ne sais pas si tu peux... Juste pour rebondir, j'allais te poser la question à la suite, c'était finalement, est-ce que Sciences Po, ça a été un frein ou ça a été finalement un atout Déjà, je vais peut-être fâcher des gens, mais Sciences Po ne sert pas à grand-chose en soi. Pour une fois qu'il peut servir. Après, je pense que c'est plus un frein vis-à-vis des pairs. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu cumulé les étiquettes. Est-ce que je suis née au rural? Je ne sais pas. Je me suis installée à 10 km de l'endroit où j'ai grandi. Mais toujours est-il que j'étais passée par Aix. Et du coup, pour les voisins, j'étais lexoise. Et du coup, j'ai un peu cumulé les étiquettes d'OVNI. Mais au bout de 5 ans, en fait, les gens, après, s'habituent. Mais non, je pense qu'en fait... Mais en fait, aujourd'hui, moi, je rencontre plein de gens qui ont fait des grandes écoles et qui disent « Mais en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. » Et oui, sûrement que ça sert à aller chercher un financement bancaire pour un magasin de producteurs, on va pas se mentir. Ça, c'est sûr. Parce que aussi, aujourd'hui, dans le métier d'agriculteur, si on veut des subventions, c'est pas mon cas parce que du coup, je suis tellement petite que j'arrive pas à avoir de subventions. Mais quiconque veut avoir des subventions, il y a 2 solutions. Soit vous rédigez vous-même les dossiers, soit vous payez des gens pour les... Donc forcément, avoir fait des études, ça peut servir à ça. Mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose en soi. Un levier que j'ai oublié, qui était dit ce matin, c'est le levier de la transmission aussi. C'est-à-dire d'avoir une ferme qui donne envie et un métier qui soit attractif et qui a du sens. Peut-être pour revenir sur la question quand même des motivations, tous ceux qui sont passés en bio pour des opportunités économiques ces dernières années ont arrêté. Donc en fait, ce qui fait que les gens continuent, remontent des tunnels après qu'ils aient été écrasés et tout ça, c'est parce qu'ils croient en ce qu'ils font. Et ce qui fait, en fait, peu importe, personne ne s'enrichit en faisant de l'agriculture à part à vendre des fermes. Mais quand on crée une ferme, on ne crée pas de richesse en fait, puisqu'on ne bâtit rien, on ne construit rien, on n'a pas le droit. Donc, en fait, s'il n'y a pas le sens, pour moi, les gens ne continuent pas. C'est tout maraîchage. Donc, pas d'autres questions? Si, ici. Marlène. Bonjour, merci beaucoup, c'était hyper intéressant comme intervention, les 3 étaient top. Moi j'avais une question par rapport aux broutards du coup qui ont été plutôt dirigés vers de la restauration collective. Moi de ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de règles en restauration collective et notamment que c'est compliqué de sourcer directement chez des producteurs alors que justement on sait qu'ils sont locaux, qu'ils ont les bonnes pratiques, qu'on aimerait pouvoir les payer, mais juste il y a des règles, notamment parce qu'il faut respecter la concurrence internationale, etc. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des pistes pour en fait, faire changer d'échelle ce genre de proposition et que ça puisse être vrai à un niveau national et que ce soit pas tout petit et que la restauration collective puisse se sourcer comme elle le souhaite et pas respecter des règles qui n'ont pas de sens pour elle? Alors, en fait, on n'est pas parti avec l'idée de développer ça au niveau national, mais bon, je n'ai pas eu le temps de présenter. On a travaillé ça on avait des groupes d'acteurs territoriaux. Et dans nos groupes d'acteurs, on avait le conseil régional, par exemple, des plateformes de cantines scolaires. Et l'idée de la bio du CASA, c'était plutôt de partir de cette échelle-là. Et c'est vrai qu'après, il y a une demande qui a émergé de ces groupes, c'est de dire qu'il faut nous aider à rédiger les cahiers, les appels d'offres, à mettre en avant. En fait, ils étaient très intéressés par nos indicateurs, utiliser ces indicateurs pour savoir les mettre en avant après, avec réglementairement, moi, j'y connais pas grand-chose, mais s'en servir pour rédiger ensuite nos appels d'offres. Pour que ça puisse cadrer et que ça permette derrière, l'idée, ce serait dans un monde super, ce serait de structurer des filières, de contractualiser en fait sur des filières relativement courtes sur des territoires autour des
des plans d'alimentation territoriaux, enfin des choses comme ça. Mais effectivement, sur la Sodexo, là, on n'a pas de solution à court terme. Mais en plus, notre Boubé Bio, en plus, il est un peu orphelin réglementairement parce que par rapport au cahier des charges, c'est du bœuf. Si c'est plus du veau, c'est du bœuf. Or, dans l'assiette, il se rapproche plutôt du veau. Mais, le prix de la viande de bœuf et de la viande de veau, dans un appel d'offres, ça n'a rien à voir, quoi. C'est simple auto. Voilà, donc là, on sait qu'on a une vraie difficulté et si on veut raisonner par rapport à la réglementation qui est pour le coup conventionnelle. Et c'est pour ça qu'on a dit, nous, on n'est pas du bœuf, du veau, on est du bio. Jeu de mots, voilà. Une question. On ne vous entend pas. Question de test. Juste, est-ce que ça rentre dans les plans alimentation territoriaux ou c'est une autre juridiction? Parce que je sais, à Paris, par exemple, c'est eux qui font, on va dire, des approches pour planifier. Et je ne sais pas comment ça se passe contractuellement, mais est-ce que ça tombe sous cette juridiction ou c'est toute une autre démarche? Après, les plans, enfin, de ce que j'en connais, c'est-à-dire très peu, c'est les territoires qui s'en emparent et qui en font ce qu'ils veulent. Donc ça peut rentrer, ça dépend, Parce que mais nous, c'est ce qu'on se disait, que ça pouvait être intégré dans une démarche de souveraineté alimentaire des territoires via les PAT. Merci. Moi, j'ai une question pour Clémentine. Est-ce que pour une intervention sur les prix de l'agriculture dans une grande école, on peut vous solliciter pour faire une intervention pas forcément vous faire venir, mais pour faire une intervention en visio? Oui, je vais peut-être faire quelques insomnies, mais oui, pourquoi pas. Non, enfin, c'est une grande école géographique. C'est l'École nationale des sciences géographiques qui s'intéresse à ça. Voilà. Oui, pourquoi pas, oui. D'accord. Et puis la deuxième chose, c'était un apport par rapport à votre réflexion là, globale sur comment on fait. C'est un témoignage, restitution de témoignage du chef de l'association Agores, Maxime Cordier, qui est le chef de cuisine de la ville de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Et lui, pour arriver à alimenter 100% bio dans sa collectivité, qui comporte quand même 4000 repas, dont des repas pour beaucoup de familles défavorisées. Donc le cahier des charges, c'était on n'augmente pas les prix. Mais il a relevé le challenge en faisant un truc très simple. Il a dit, moi, je prends le cahier des charges du GAB, du groupement d'agriculteurs biologiques de l'Île-de-France. Je fais copier, coller dans mon cahier des charges, dans mon appel d'offres de ma collectivité. Je diffuse, puisque c'est réglementaire, il faut diffuser, il faut faire de la publicité. Et de toute façon, il n'y aura personne d'autre qui pourra répondre. Donc, c'est bon. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Encore une. Donc,